19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. 104e jour de génocide à Gaza et la barbarie sioniste se poursuit. Le bilan des victimes s'alourdit une fois de plus pour atteindre les 28 858 martyrs et 68 677 blessés. La Cour internationale de justice exhorte l'entité sioniste à appliquer immédiatement ces mesures provisoires à Rafah et à Gaza. Ouverture à Addis Abeba des travaux de la 37e session ordinaire du sommet de l'Union africaine sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». L'Algérie plaide pour établir un projet de réforme globale et équilibré et intégré du Conseil de sécurité. Et puis nous irons au Maroc où l'hiver est long pour les rescapés du séisme qui a touché le pays il y a 5 mois. Certains villageois du Haut-Atlas marocain sont aujourd'hui sans abri et attendent avec impatience les aides de l'État. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez au 134e jour de l'agression que subit le peuple palestinien à Gaza, l'occupation sioniste poursuit ses bombardements et ses tueries, faisant encore plus de victimes parmi les hommes, les femmes et les enfants de la région. L'armée de l'occupation a commis 9 massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 83 martyrs et 125 blessés. A noter que 10 martyrs ont été retrouvés à Khan Younes après un bombardement de l'occupation. Selon des sources médicales, il s'agit de membres de la famille Massaoud, tous tués dans le bombardement de leur maison. 6 autres membres de la même famille se trouvent toujours sous les décombres. Et le bilan des victimes s'est une fois de plus alourdi ce samedi pour atteindre les 28 858 martyrs et 68 677 blessés, rapporte le ministère palestinien de la Santé. La même source indique également qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes et que les forces de l'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la protection civile de leur porter secours. Les attaques à répétition de l'armée sioniste déclenchent un vent de panique parmi les déplacés, contraints à quitter leur foyer par l'offensive sioniste sur Gaza. Ils sont aujourd'hui inquiets et ont peur de ne pouvoir jamais rentrer chez eux, notamment après les informations selon lesquelles l'Égypte se préparerait à la possibilité d'un exode palestinien. Nous sommes originaires de Khan Younes, nous sommes venus à Rafah. Ils disent maintenant qu'ils attaquent à Rafah. Nous retournons à Khan Younes ou cherchons un autre endroit où rester. La situation est catastrophique. Nous ne savons pas où nous nous trouvons. Nous cherchons à voir où vont les gens. Nous voulons vivre comme des humains. Nous sommes venus ici, dans cette zone. Nous pensions que c'était sûr ici. Mais ils nous déplacent. Ils entrent dans Rafah. Ils l'ont fait il y a quelques nuits, lors du grand massacre. Nous restons dans des tentes en Iran. Nous avons essayé de penser où nous pourrions éventuellement aller. Tous les gens vont vers le centre de Gaza, Al-Nusayrat, Al-Maghazi et Deir el-Balah. Je voudrais bien y aller comme ils le font, mais ils disent qu'il pourrait y avoir une incursion et qu'ils nous déplaceront à nouveau ici.
Nous avons quitté Beni Souheila et avons déménagé ici à Rafah. Nous déménageons de Rafah à Zawaïda. Nous devons encore trouver un endroit. Je jure que mon petit-fils a été tué et nous n'avons pas pu le voir ni son père pendant 4 mois. Et alors que la majorité des Palestiniens de Raza a fui vers le sud, il faut savoir qu'il reste quelques 400 000 personnes dans le nord de l'enclave palestinienne. Ils sont nombreux à s'inquiéter pour leurs familles réfugiées dans le sud et qui risquent de se faire bombarder à tout moment. Je n'ai pas choisi de fuir avec eux ce jour-là. Je pensais qu'il serait plus sûr pour eux de rester là-bas. Et il n'y resterait qu'une semaine ou une douzaine de jours. Mais maintenant, cela fait plus de 100 jours. Ma femme et mes enfants sont loin de moi. Que puis-je faire? Regardez nos vies. Je ne peux pas laver les choses, ni aller chercher de l'eau. Il n'y a pas d'électricité, donc c'est difficile de recharger mon téléphone. Parfois, je dois courir 2 kilomètres recharger mon téléphone juste pour communiquer avec mon enfant, ma famille et mes amis, mais en vain. J'ai une fille et elle est partie dans le sud lorsque la guerre a commencé. La difficulté de la contacter dépasse ce que vous pouvez imaginer. Je n'ai de ces nouvelles que tous les 20 jours ou une fois par mois, que ce soit par SMS ou par Internet. Elle et ses amis ont été forcés de déménager constamment d'un endroit à un autre. Maintenant, je sais seulement qu'ils sont allés pour la dernière fois à Rafah. Je jure par Dieu, je suis vraiment submergé d'inquiétude et d'anxiété, car je m'inquiète constamment sur ma fille. Je ne dors plus les nuits. Les tueries dans l'enclave palestinienne pourraient contraindre les ONG à cesser d'envoyer des médecins alors que les rescapés ont besoin d'une véritable assistance sur place. Il est tout à fait possible de ne pas envoyer de médecins, compte tenu des conditions de sécurité et de la situation humanitaire, ainsi que l'impossibilité de se déplacer ou d'aller à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais nous travaillons jusqu'à la dernière minute et nous essayons de contribuer à l'acheminement des missions et des fournitures dans la mesure du possible. Jusqu'à présent, nous avons acheminé 3 convois et le 4e est en cours de préparation. Les ONG et les professionnels de la santé dénoncent les conditions dans lesquelles travaillent certains médecins. Dès que nous avons eu l'occasion de nous rendre à Gaza et de faire venir des professionnels de la santé, nous avons saisi cette opportunité. Nous avons élaboré un plan en coordination avec les partenaires et les autorités sur le terrain. Et nous avons pu faire venir les 7 premières personnes pour la première mission. C'était en novembre. Certains médecins travaillent dans des conditions extrêmes qui ne ressemblent à aucune salle d'opération. Certains de nos médecins ont dû utiliser leurs propres lampes de poche sur leur téléphone portable pour effectuer des opérations en raison du manque d'électricité. Et il y a tant de situations malheureuses où des opérations ont dû être effectuées sans anesthésie, comme des amputations et d'autres opérations critiques. Et par ailleurs, alors que l'armée sioniste continue de bombarder la bande de Gaza, le président de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Denis Francis, a appelé à un cessez-le-feu immédiat afin que l'aide humanitaire puisse atteindre plus d'1 million de Palestiniens pris au piège dans l'enclave. La situation à Gaza est très préoccupante. Elle persiste. Dans l'état actuel des choses, la famine est un problème réel. La probabilité de maladies de santé publique, le manque d'eau, les gens vivent dans des conditions des plus désastreuses, totalement insatisfaisantes. Nous continuons d'espérer. En fait, permettez-moi de profiter de cette interview pour appeler une fois de plus à un cessez-le-feu à Gaza. C'est vraiment le début d'un processus
processus qui pourrait largement et nécessairement répondre aux besoins humanitaires de la population de Gaza. Permettez-moi de dire ceci, les besoins humanitaires sont les besoins de personnes dans des situations désespérées. Ils n'ont pas d'option, ils ne peuvent pas aller ailleurs. En fait, ils sont enfermés et le temps presse. Donc on espère que les autorités compétentes comprendront à quel point il est important de prendre des mesures pour répondre à ces besoins humanitaires. Le président de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies a appelé à la facilitation de l'accès à la bande de Gaza par les agences humanitaires afin qu'elles puissent s'acquitter de leurs responsabilités. Nous avons adopté 2 résolutions très fortes, appelant toutes les 2 à un cessez-le-feu immédiat, au retour immédiat et sans condition de tous les otages, à la facilitation de l'accès à Gaza par les agences humanitaires, afin qu'elles puissent s'acquitter de leurs responsabilités, apporter aide et soutien à ceux qui en ont besoin, et qu'il y ait un dialogue et une diplomatie entre les 2 parties, l'initiation du dialogue en vue de trouver une situation permanente et durable. Je vous le disais en titre, en réponse à des mesures supplémentaires formulées par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice a noté que les développements les plus récents dans la bande de Gaza et Rafah en particulier aggraveraient de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire avec des conséquences régionales incalculables, comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies. La Cour a donc déclaré que la situation périlleuse à Gaza et à Rafah exige l'application immédiate et effective des mesures provisoires indiquées dans son ordonnance du 26 janvier 2024 et exhorte donc l'entité sioniste à appliquer immédiatement ces mesures provisoires. Et en Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation ont pris d'assaut plusieurs localités et villages dans la ville de Jénine, mais aucun cas d'arrestation n'a été signalé. Par ailleurs, l'armée sioniste a installé plusieurs barrages à l'entrée des différents villages de la région. En Cisjordanie toujours, mais à Ariha et à Beit Lahem, cette fois-ci, les soldats sionistes ont perquisitionné plusieurs maisons appartenant à des Palestiniens et arrêté 3 personnes avant de prendre d'assaut la ville de Ramallah. La situation est terrifiante pour les Palestiniens de Cisjordanie, alors que leurs frères à Gaza subissent une véritable épuration ethnique, un véritable génocide. La peur s'installe aujourd'hui à Jénine après un raid sioniste sur l'hôpital de la ville. Le personnel se sent effrayé et peu en sécurité. C'est un sentiment difficile à vivre pour le personnel médical, d'autant plus qu'il se répercute négativement sur le personnel clinique lui-même et sur les patients. Vous devez vous sentir en sécurité sur votre lieu de travail afin de pouvoir fournir un service médical de qualité. Ce qui s'est passé a un impact sur l'efficacité et les performances de l'équipe médicale. Le directeur général du service de chirurgie de l'hôpital Ibn Sina décrit cette terrible scène où des soldats sionistes déguisés en civils et d'autres en médecins ont fait éruption dans l'hôpital pour tuer 3 personnes, 3 Palestiniens sous observation médicale. L'un des martyrs était hémiplégique. Mardi, vers 5h30 du matin, les forces spéciales israéliennes déguisées en civils, dont certains portaient l'uniforme des médecins, sont entrés dans l'hôpital et se sont rendus au 3e étage, où elles ont attaqué le personnel médical de garde. Elles sont allées directement dans la chambre et ont tué 3 jeunes hommes, dont l'un que nous soignons depuis octobre 2023 à la suite d'une blessure causée par une frappe de drone. Il souffrait d'hémiplégie et avait subi un long traitement et plusieurs opérations complexes. Il a ensuite été transféré au service de rééducation afin de pouvoir reprendre ses activités quotidiennes. Et en soutien au peuple palestinien, des milliers de personnes ont défilé dans le centre de Madrid ce samedi pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza, alors que les forces sionistes procèdent à des arrestations dans le plus grand hôpital en activité à Gaza, que des frappes aériennes frappent donc l'enclave et que la pluie s'abat sur les Palestiniens qui tentent de s'abriter à Rafah.
Palestina vencerá. Palestina viva. Palestina libre. El mundo entero ha reclamado y ha exigido. Le monde entier a exigé que l'État génocidaire d'Israël mette fin à son génocide. Et malheureusement, le monde entier est aujourd'hui l'otage de la politique d'un seul homme qui n'est autre que Netanyahou, qui ignore tous les avertissements et est prêt à massacrer des centaines de milliers de Palestiniens pour rester au pouvoir et sauver sa peau des affaires de corruption portées contre lui dans le propre système judiciaire israélien lui-même. Nous sommes un peuple colonisé. Notre peuple est colonisé. Nous avons été déplacés depuis 1948 et 1967. Pourquoi sommes-nous hors du pays? Sur quelle base? Pourquoi Israël peut-il entrer dans notre pays alors que nous y sommes? Sur quelle base? Celui qui veut Israël peut l'introduire dans son propre pays. Quiconque veut Israël peut laisser Israël entrer dans son propre pays. Les États-Unis est immense, qui les accueille s'ils le veulent. Voilà donc concernant le génocide à Gaza. Dans l'actualité également, l'Algérie commémore demain dimanche 18 février la journée nationale du Shahid en hommage aux millions d'Algériens tombés au champ d'honneur en défendant le droit de leur pays à recouvrer sa pleine souveraineté nationale. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dans un message adressé à la nation rappelé l'importance du sacrifice consenti par les martyrs de la guerre de libération algérienne, tout en invoquant les symboles qui ont permis à l'Algérie de poursuivre sa construction et sa marche en avant en toute fidélité au legs des héros de la nation algérienne. Et puis ouverture ce samedi à Addis Abeba du sommet de l'Union africaine placé sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». Outre la problématique de l'éducation en Afrique, plusieurs questions régionales et internationales seront donc débattues lors des travaux de cette session, notamment la cause palestinienne et les développements de la situation sécuritaire en Afrique, ainsi que la réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine, la mise en œuvre de l'agenda 2063 et l'activation de la force africaine en attente. Le chef de la diplomatie algérienne participe en qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune aux travaux donc de cette 37e session et lors de la réunion du comité des 10 de l'Union africaine chargé de la réforme du Conseil de sécurité qui s'est tenue en marge du sommet. Ahmed Attaf a transmis les salutations du président Tebboune. Dans son allocution, il dira que l'Algérie renouvelle son soutien aux résultats du sommet de Yala et confirme sa disposition à contribuer en toute honnêteté et sincérité à cet effort collectif visant à mobiliser davantage de soutien international en faveur de la position commune africaine, ainsi qu'à œuvrer pleinement en coordination avec ses frères pour réaliser des progrès tangibles dans le cadre du processus de négociation sous la coupole de notre organisation internationale. À ce titre, l'Algérie attend avec impatience de déployer des efforts conjoints avec la République sœur de la Sierra Leone au niveau du Conseil de sécurité pour organiser une réunion ministérielle de haut niveau entre le groupe des 10 et les 5 États membres permanents en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Algérie qui se réjouit également d'accueillir la 12e réunion ministérielle du comité des 10 prévue en juin prochain à Alger. Et puis le président de la Commission de l'Union africaine a tenu à rendre hommage à la Palestine et aux Palestiniens qui ont vu leurs droits bafoués. Et les velléités absurdes de régler nos divergences par la force brutale et vaine prévalent publiquement sous les yeux de tous. Le cas le plus flagrant est celui de Gaza en Palestine. Littéralement rasé, son peuple presque exterminé dans l'intégrité physique des dizaines de milliers de ses habitants.
humilié dans sa dignité et spolié de tous ses droits. Voilà, nous le disions, la cause palestinienne s'invite donc au sommet de l'Union africaine avec la participation du Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh qui a appelé à des sanctions à l'encontre de l'entité sioniste pour violation délibérée du droit international afin de mettre fin à son programme d'agression et de colonisation. L'Afrique qui s'est levée en son nom et au nom du monde libre, l'État ami de l'Afrique du Sud, pour poursuivre en justice Israël auprès de la Cour internationale de justice, accusée par un génocide commis contre le peuple palestinien à Gaza. Le 19 février courant, la Cour internationale de justice écoutera 56 plaidoiries attestant que la colonisation israélienne est illégale et illégitime, conformément à la décision du Conseil général des Nations unies présentée par la Palestine. Par ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, souhaite la tenue d'élections inclusives, libres et transparentes dans les meilleurs délais au Sénégal, après le veto mis par le Conseil constitutionnel au report de la présidentielle qui a déclenché une crise dans ce pays. La situation au Sénégal, pays modèle en matière de démocratie, nous préoccupe au plus haut point. Notre vif souhait est que rapidement, il retrouve la voie de la sagesse pour régler sa crise institutionnelle conformément aux principes de l'état de droit et aux intérêts fondamentaux de son grand peuple. Dans ce cadre, je salue la position du gouvernement sénégalais de prendre en haute considération la décision du Conseil constitutionnel du pays et souhaite plein succès aux consultations envisagées par le gouvernement pour décider dans un esprit consensuel les meilleures voies pour l'organisation des élections inclusives, libres et transparentes dans les plus brefs délais possibles. Jamais depuis la création de l'Union africaine, il n'y a eu autant de transitions suite à des changements anticonstitutionnels, selon le président de l'Union africaine. Les changements non constitutionnels de gouvernement se sont multipliés en totale défiance de tout l'ordonnancement politico-juridique qui a fondé notre organisation. Jamais, depuis la création de l'Union africaine, un tel nombre de transitions post-changement non constitutionnel n'a été atteint en Afrique. Et puis direction le Maroc à présent où l'hiver est long pour les rescapés du séisme qui a touché le pays il y a maintenant 5 mois. Beaucoup de villageois du Haut Atlas marocain se retrouvent sans abri, à l'image de ceux du village de Douzrou qui se trouve à 80 km de Marrakech. Ses habitants attendent avec avidité les aides de l'État. Les détails à Malamaziane Zitouni. De longs mois sont passés depuis que le séisme de septembre a réduit son village des montagnes du Haut Atlas marocain à un tas de gravats. Abdallah Oubelaïd est dans un état lamentable. Il se demande toujours quand il obtiendra l'aide gouvernementale que d'autres ont reçue. Nous sommes au milieu du village de Douzrou qui est dans un très mauvais état et dans certains, des villageois n'ont pas encore bénéficié des aides. Nous vivons dans des conditions très difficiles à cause du froid et de la pluie. Chaque jour, lui et d'autres habitants de Douzrou, bourgade accrochée à un coin de montagne à 80 km de Marrakech, viennent inspecter les décombres à la recherche de bouts de bois pour se chauffer et cuisiner ou d'objets de valeur qui leur auraient échappé. Les villageois viennent ici pour collecter des restes de bois afin de se réchauffer contre le froid et pour chercher ce qu'ils ont perdu comme affaires et argent qui reste encore sous les décombres à cause du séisme. Seul le minaret rose et blanc tient au beau milieu des ruines du village, où environ 80 personnes ont péri, selon les habitants. Un nombre non vérifiable en l'absence de bilan officiel actualisé et détaillé. Les autorités établissent à près de 3000 le nombre de morts suite au séisme du 8 septembre, qui a touché les zones souvent difficiles d'accès. Plus de 60 000 habitations, dont près de 3000 villages, ont été endommagées. Les rescapés de Douzrou ont trouvé refuge à quelques kilomètres de chez eux, sur un terrain rocailleux en bord de route, avec vue sur les sommets enneigés.
Notre village d'Ouzrou est un village détruit et non pas endommagé, comme vous avez pu le constater. Aujourd'hui, nous vivons loin de notre village car il est complètement anéanti. Les aides que nous avons reçues n'étaient pas suffisantes puisque l'État a classé notre village comme partiellement endommagé alors qu'il est complètement détruit. Sur 150 familles, environ 120 ont été soutenues par l'État, soit avec 2500 dirhams mensuels, équivalent de 230 €, avec un premier versement de 20 000 dirhams, environ 1850 € pour la reconstruction. La trentaine restante se retrouve sur le carreau sans savoir pourquoi. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.